Bonjour Rokhaya. Bonjour Grace. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Kif ta race, le podcast qui saute à pieds joints dans les questions raciales. Nous sommes au milieu de la 2e saison de Kif ta race et dans chaque épisode, nous vous annonçons que nous parlerons de tous les groupes racisés minoritaires en incluant les Roms. Et pourtant, nous devons reconnaître que nous péchons quant à la représentation de ces derniers derrière notre micro. D'une certaine manière, nous reproduisons les logiques de domination en entretenant l'invisibilité d'une parole, celle d'un groupe présent en France depuis plusieurs siècles et pourtant caricaturé et violenté de manière incessante. Alors pour parler de ce sujet, on vous propose aujourd'hui de faire le portrait d'Hanina Tutu, qui est autrice du livre « Je suis tzigane et je le reste », publié en 2013 aux éditions Bernet, City Éditions. Salut Hanina. Salut Hanina. Bonjour. Merci d'être là. Merci à vous de m'avoir invitée. C'est un plaisir. Alors Hanina, tu es avocate, autrice, tu es cofondatrice du mouvement du 16 mai et marraine du collectif École pour tous, dont nous parlerons bien sûr dans cette émission. Alors Hanina, avant de commencer à parler de la question qui t'amène, on te présente le rituel que nous avons dans Kif ta race. On demande à nos invités s'ils ou elles se situent sur le plan racial et si oui, comment. Est-ce que tu te situes toi, Hanina ? Évidemment, je pense que oui, effectivement, c'est une réalité que je vis au quotidien. Moi, je suis une femme romnie, française et roumaine. Je suis très fière de cette identité multiple et raciale aussi. Et est-ce qu'il y a un moment dans ta vie où tu as réalisé cette appartenance ? Je l'ai réalisé effectivement très tôt. Je pense que je suis née avec. En fait, on le réalise dès l'enfance, dès la plus petite enfance, puisque je suis née dans un monde où être rome, c'est encore extrêmement difficile, c'est encore dangereux physiquement, socialement. Et dans un monde dans lequel on est enjoint en permanence à le cacher. Et cette injonction à être invisible, on l'a ressentie très tôt, chez moi, dans ma propre famille. Elle passe par plusieurs choses, et notamment le fait que mes parents m'ont très vite appris à parler très bien la langue majoritaire, le roumain, puisque je suis née en Roumanie. Le roumain pour dissimuler notre appartenance à la communauté romanie, et pour pouvoir se faire passer pour des gadgets, donc des non-roms, partout, à la maternelle, à l'école, dans les magasins, dans la vie de tous les jours, quoi. Donc cette injonction-là, on le ressent très jeune, et aussi elle va de pair avec un sentiment de honte très fort, en fait. Honte d'appartenir à la communauté romanie. Exactement, de honte d'appartenir à la communauté romanie. C'est ça qui est enjoint, parce que, avec cette invisibilisation, en fait, de honte, parce qu'on est perçu de façon extrêmement négative par la société majoritaire. Et ce sentiment que tu as connu très jeune, est-ce que tu dirais que, à travers les pays que vous avez traversés avec tes parents, puisque tu es né en Roumanie, ensuite vous avez traversé l'Europe, enfin vous êtes resté un peu en Italie, et depuis que tu as 7 ans, vous habitez en France, est-ce que c'est le même sentiment qui s'est exprimé selon toi, enfin en tout cas toi, comment tu l'as vécu, c'était la même chose ? Oui, je pense que cette injonction-là et que ce sentiment-là, il est partagé effectivement chez les peuples romani partout en Europe et dans le monde, puisque les peuples romani sont extrêmement divers et diversifiés, et c'est une extrême richesse culturelle. En réalité, on a tendance à réduire les Roms à une identité monolithique, à une culture monolithique, ce qui est complètement faux et ce qui ne reflète pas du tout la réalité. Il y a, dans chaque pays, en fait, en Europe, en Amérique du Sud, par exemple, des communautés romani différentes. Même en Roumanie ou en France, il y a plusieurs communautés romani différentes qui ont des cultures différentes, des traditions différentes, une langue aussi qui est variable, et c'est ça la richesse même de la langue romani que moi je parle, et qui va varier d'un peuple à l'autre et d'un pays à l'autre. Donc ça, c'est une extrême diversité, et le retour, et j'ai envie de dire un peu malheureusement, c'est pas la seule chose qui nous réunit et qui fait qu'on est une communauté, qu'on a quand même des choses en commun, et qu'on a un sentiment d'appartenance au même peuple. Finalement, je me sens appartenir au même peuple que les gitanos espagnols, ou les gypsies en Angleterre, ou les Sinti, les Manouches en France, ou les gitans. C'est aussi ce sentiment d'exclusion sociale très fort, finalement, parce que ça c'est commun. Ce sentiment d'exclusion
de la majorité, de la citoyenneté, et c'est pas la seule chose évidemment qui nous réunit, mais c'est quelque chose de très fort et on le ressent. Et vous savez, il y a quelque chose qui est assez difficile à expliquer, mais ce sentiment d'appartenance, il est aussi reconnaissable entre nous, c'est-à-dire que je vais reconnaître assez facilement que en France, en Norvège, par exemple, j'y étais. Les gens qui appartiennent au peuple romani. Moi, j'ai juste un point de vocabulaire en fait à faire avec toi parce que je pense que c'est important. Donc, on parle de toi, tu te définis comme Romani, mais ton livre, c'est dans le titre de ton livre, tu parles de toi comme étant tzigane. T'as évoqué les Sintés, les Manouches, les Gypsies, les Gitans, etc. Est-ce que tu peux juste nous expliquer ce que recouvre le terme Rome et pourquoi toi tu te définis comme tzigane aussi? Alors, ces questions d'appellation, elles sont aussi effectivement de noms qui nous ont été donnés d'ailleurs dans la plupart des cas par l'extérieur, par la population majoritaire, et ce qui est aussi un signal justement de cette exclusion et du racisme finalement, puisqu'on a toujours été nommé par ceux qui ont le pouvoir de nommer. Donc on a eu des noms extrêmement différents, et je les ai cités, Sinté, Manouche, Gitan, Rome, etc. Moi je pense qu'effectivement aussi le terme de tzigane qui fait un peu office d'une grande famille justement de ces peuples, que moi j'appelle peuple romani, en utilisant ça comme un adjectif. Pourquoi j'utilise aussi ce mot, et ce mot il est important pour moi, parce que c'est un terme qui a été utilisé de façon extrêmement péjorative en Roumanie. Il a été, à une certaine époque, synonyme d'esclave, puisque les Roms, en Roumanie, ont été mis en esclavage pendant 5 siècles. Donc, leur nom a été utilisé comme synonyme de ce mot et est devenu, par la suite, une insulte extrêmement forte. Encore aujourd'hui, c'est une insulte en Roumanie. Et justement, le fait de le dire « je suis tzigane et j'en suis fière », c'est une façon pour moi de réapproprier cette identité et aussi de lui redonner sa fierté. Parce que je vous parlais tout à l'heure du sentiment de honte qui est très présent chez les nôtres, chez les miens, mais aussi, et de façon ambivalente, la question de fierté, elle est très forte aussi. J'en parle aussi dans les textes que j'ai écrits, mais pour moi, c'est quelque chose que je vis au quotidien. Chez nous, c'est justement parce que de l'extérieur, on est toujours rejeté, avilli, humilié. La nécessité de récupérer cette fierté, elle est très forte chez nous, entre nous particulièrement, mais aussi de l'extérieur. Et chez moi aussi, ce sentiment-là de vouloir regagner la fierté, de la redonner aux miens, à ceux qui ont été humiliés, elle est extrêmement importante. Justement, cette description que tu fais beaucoup de descriptions de ce type des discriminations, de l'exclusion que ta famille a subie tout au long de votre parcours. J'aimerais qu'on revienne sur ces notions de dissimulation, le fait de, comme tu disais, toujours bien parler la langue majoritaire de là où vous vous trouvez. Donc du coup, t'es quadrilingue puisque t'as dû apprendre beaucoup de langues majoritaires. Plus. Et voilà. Dans les vêtements, tu dis que ta maman, quand tu étais petite, elle allait au marché, elle s'habillait, dissimuler son identité sous des vêtements plutôt, on va dire, de tout le monde, on va dire, de la majorité. Non perçu comme Romani, comme un habit de Romani traditionnel. Ouais. Et un jour, tu racontes que tu as été au marché avec ta maman et que elle s'était habillée avec ce costume traditionnel, non, des vêtements plus traditionnels, on va dire. Et il y avait ta maîtresse au marché et elle a su à ce moment-là que tu étais d'origine Romani. Est-ce que tu peux nous raconter cet épisode ? Oui, ça fait partie de l'un des épisodes qui rejoint ce que je disais tout à l'heure, puisqu'on a été élevé dans cette injonction à cacher notre identité romani et mettre en avant l'identité majoritaire comme étant la seule, parce que c'est ça en fait l'injonction, c'est qu'on ne peut avoir qu'une seule identité et qui est forcément l'identité majoritaire. Et à la maternelle, il fallait que je cache que j'étais la seule élève romani de ma classe d'ailleurs, parce qu'on était dans un quartier un petit peu mieux, etc., dans une école un peu mieux que celle qui était dans le quartier Rome, en fait, en périphérie. En réalité, c'était ça la question. Et j'essayais de le dissimuler. Mes parents, en plus, ils faisaient d'énormes sacrifices et d'énormes efforts pour que moi, j'ai tout le matériel nécessaire, tous les vêtements pour être intégrée avec les autres élèves, ce qui d'ailleurs ne marchait pas en réalité, parce que j'étais quand même isolée.
de la part de mes camarades. Il y avait des soupçons, en fait, à ton égard, que tu étais d'origine romaine. Oui, il y avait des soupçons, et du coup, c'est pour ça que ça a emporté un isolement, en fait. Mes camarades roumains, gadgets, ne me donnaient pas la main quand il fallait se mettre en rang, quoi, tout simplement. Et tu as écrit dans ton livre, et je trouve que c'est très dur, enfin, pour un enfant de se rendre compte de ça, tu as dit, comme j'étais tzigane, je suis sale. Il me trouve sale. Et ça, c'est quelque chose qui est encore très très fort aujourd'hui à l'école. Ces mots-là que moi j'ai entendus quand j'étais petite en Roumanie, c'est les mêmes mots que ma petite sœur, qui est née en France, les a entendus dans une école maternelle en France, quoi. Ouais, donc c'est vraiment des préjugés qui sont dispersés comme la communauté, quoi. Quel que soit l'endroit où elle se trouve, elle est exposée au même type de préjugés. Oui, parce que finalement c'est un phénomène que rencontrent presque toutes les populations minoritaires de racisme, d'exclusion. Et tu dis qu'après cet épisode au marché, du coup la maîtresse, quand elle a su que tu es d'origine romnie, il y a une sorte de distance qui s'est installée entre toi et elle, et que du coup ta mère, elle s'en est vachement voulu. Ce jour-là, Oui, effectivement, voilà. Donc la maîtresse est passée dans ce marché, qui est d'ailleurs l'une des seules formes laissées en fait d'activité professionnelle pour les femmes romnias de la ville de Craiova, de pouvoir gagner leur vie. Donc elles exercent un commerce, qui est un marché. Et ma mère, parce qu'elle avait c'était assez difficile de trouver du travail en réalité en étant rome en Roumanie. Elle était sur ce marché, puis la maîtresse a découvert ça et elle était déçue en fait. J'ai senti qu'il y avait une surprise et une déception, quoi, de dire non, toi aussi, quoi, en gros. S'attendait pas parce que j'étais très bien habillée, parce que parce que j'étais bonne élève, parce que j'avais tout le matériel et je correspondais pas en réalité en fait à l'image qu'elle se faisait elle des enfants roms. Et donc ta trajectoire s'est poursuivie à travers l'Europe. Aujourd'hui, tu es avocate. Est-ce que dans ta trajectoire, t'as ressenti, professionnelle notamment, t'as ressenti la pesanteur de ces préjugés ? Je l'ai ressenti. Oui, je pense toute ma vie donc en passant par l'Italie, la France, dans mes études. Ça a été quelque chose que j'ai ressenti plus ou moins, pas tout le temps heureusement, mais quand on m'a identifiée à une Romnie, effectivement, il y a eu ce sentiment d'exclusion que j'ai eu. Mais en fait, plus donc à l'université, à la Sorbonne, ou plus j'ai avancé dans les études, etc., puisque je ne corresponds pas à l'image justement qu'on se fait des Roms, donc une image évidemment aviissante, négative. Donc on ne va pas reporter sur moi les préjugés et l'exclusion en fait, puisque je ne corresponds pas à ça. Oui, donc les gens ne savent pas, en fait, c'est ça. Ne savent pas forcément que je suis romnie, même si parce que c'est pas la première chose que je veux dire quand je me présente, mais évidemment je ne l'ai jamais caché. Au contraire, évidemment, j'ai aussi j'en ai parlé avec fierté justement pour contribuer à ce qu'il y ait un changement dans le regard des autres et leur faire comprendre que la réalité ne correspond pas forcément aux préjugés. Mais c'est pas forcément la première chose qu'on voit de moi, et heureusement, parce que je suis aussi beaucoup plus que ça, quoi. Donc c'est sûr que quand je me présente, je peux pas dire bonjour, je suis Anina, je suis rome, quoi. C'est effrayant, quoi. Donc, En 2007, tu t'es présentée aux élections sénatoriales pour la Seine-Saint-Denis. Est-ce que tu peux nous raconter cette aventure et ce paradoxe qui est de porter les revendications des personnes romnies sans être étiquetée candidate rome? Est-ce que c'est possible? Comment tu l'as vécu, toi? C'est, comme vous le dites, un paradoxe. Alors, donc ma candidature aux élections sénatoriales à Seine-Saint-Denis en 2017, ça a été une aventure très forte, et c'était la volonté en fait de représenter justement une multiplicité transminoritaire. C'était donc je me suis présentée sur la liste Notre Avenir, c'est une liste indépendante
uniquement avec des gens de la société civile, des militants pour les droits des femmes, pour des sans-abri, donc la régularisation des sans-abri, les droits des personnes LGBT, évidemment la justice écologique qui est très importante aujourd'hui pour nous tous. Une école inclusive, enfin voilà, c'était des gens qui menaient des combats avec qui j'avais mené aussi des combats et que j'avais connus sur le terrain, et parce qu'ils défendaient des valeurs et des combats qui me paraissaient justes, et c'est pour ça qu'on a décidé de mener cette candidature-là avec un objectif. Voilà, nos objectifs, c'était justement ces valeurs et ces combats dont je vous ai parlé. C'était une représentation des personnes qui aujourd'hui sont les plus invisibilisées dans notre société, qui n'ont pas voix à la politique, dans le sens de construire l'avenir, dans leur avenir, et d'avoir le pouvoir sur leur avenir en réalité. Donc c'est des gens extrêmement fragilisés, vulnérables et marginalisés, et c'était ça l'objectif avec la liste Notre Avenir, c'était de donner une voix et du pouvoir à ces personnes de construire leur avenir et de représenter cette multiplicité-là, parce que c'est une richesse extraordinaire. Et à aucun moment, moi, je n'ai voulu être la sénatrice Rome, la Rome de service. Ah bon, mais pourquoi malheureusement, et c'est... Voilà, enfin, je pouvais presque m'y attendre. On m'a très souvent réduit à ça. Et si vous voyez... il y a une médiatisation extrêmement forte de ma candidature, mais malheureusement, très très souvent, les titres, on le voit, cette réduction, et dans les titres des médias, c'était très souvent la jeune Rome qui rêve de devenir sénatrice, ce qui d'ailleurs est faux complètement, puisque je n'ai jamais rêvé de devenir sénatrice. Enfin, c'est avec cet objectif-là qu'on a décidé de se lancer. C'était pas mon objectif, moi, de devenir politicienne, etc. On l'a fait parce que j'ai consulté les gens sur le terrain, aussi les gens que je connais bien, et qui sont justement ces personnes qui ont pas qui sont invisibilisées aujourd'hui, et c'est eux qui m'ont porté en fait à décider de faire cette candidature-là que j'avais pas prévue. Et puis la jeune Rome, c'est extrêmement réducteur, quoi. Et ce paradoxe-là, oui, on m'a toujours renvoyé en fait à mon identité romanie et à la volonté de représenter cette communauté-là dans cette candidature, ce qui était totalement faux, et des personnes qui n'avaient pas compris la démarche. Et en même temps... Ouais, c'est ça, c'est-à-dire le paradoxe, il est aussi dans ça, c'est-à-dire que les populations roms sont tellement stigmatisées, discriminées en France, que forcément ta candidature a une portée symbolique, et il y a aussi quelque chose de l'ordre de l'exemplarité, même si tu ne veux pas, pour les jeunes femmes ou les jeunes Roms qui peuvent s'identifier à toi. Donc c'est vrai que même si tu portes pas l'étiquette, t'as quand même forcément de manière implicite ce rôle de briser des barrières qui sont abattues sur les générations précédentes. Alors évidemment que ça avait un aspect symbolique fort, puisque on sait que les Roms, les Tziganes sont présents en France depuis le XIVe siècle, et que jamais, durant tous ces siècles, il n'y a eu un candidat à l'élection nationale, parce que municipale, oui, mais à une élection nationale législative, un candidat d'origine romanie. Et effectivement, ça avait symboliquement quelque chose de fort. Cet aspect, tu parlais de modèle et d'exemple, oui, bien sûr, dans tout ce que j'ai fait, j'ai tenté d'ouvrir la voie pour ceux qui me ressemblent, et pas seulement les Roms. Parce que tu disais, ça va être un exemple peut-être pour les jeunes Roms qui t'écoutent. Non, j'espère que ça va donner du courage et la volonté suffisante à tous ceux qui aujourd'hui ont envie de porter ce message-là, de porter ces combats-là, d'aller représenter les autres. Et j'espère que ça va leur donner du courage. Peu importe là où ils se positionnent, peu importe leur situation, leur origine, leur religion. Alors, depuis plusieurs années, on assiste à un espèce de déchaînement des autorités françaises contre les personnes romanies, contre les Roms, avec des discours très hostiles envers les populations romanies en France, chez les ministres de l'Intérieur successifs, donc Brice Hortefeux, Manuel Valls ou encore Gérard Collomb. On parle de criminalisation, d'incompatibilité culturelle. Est-ce que tu peux nous expliquer la genèse de cette rhétorique présente de nos jours encore sur les ondes ? Je pense que la genèse, elle remonte en fait dans cette exclusion et dans cette situation de domination séculaire. En fait,
ça fait pas que quelques décennies qu'on désigne les Roms et qu'on utilise, qu'on utilise un discours extrêmement raciste finalement pour désigner ces populations-là. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une escalade, en fait, en tout cas au niveau de la visibilité de ce discours, notamment par les ministres de l'Intérieur, alors qu'avant, il y avait cette homophobie, mais je trouve que dans la dernière décennie, il y a vraiment eu quelque chose de très hostile et très verbalisé, qu'on ne entendait pas forcément dans les années 80, où il y avait une forme de racisme, mais qui était vraiment de l'ordre du mépris et de la non-considération. Donc ça s'est un peu associé au discours anti-immigration, qui est devenu très explicite après Sarkozy, mais moi j'ai senti une accélération quand même depuis 2010. Quoi. Ce que je voulais dire, c'est que ça prend ses origines en fait dans un racisme séculaire depuis Lombroso, par exemple, qui écrivait que les populations tziganes étaient des criminels nés et qui a utilisé l'anthropologie raciste pour justifier une politique extrêmement répressive à l'égard des Roms. Et en réalité, c'est une continuité de ces politiques répressives à l'égard des Tziganes et des Roms en France, ne serait-ce que en fait, la loi de 1912 sur les citoyens itinérants, qu'on appelait nomades, et qui a créé une catégorie administrative particulière de citoyens avec des droits réduits et un contrôle répressif extrêmement fort qui continue à être appliqué aujourd'hui, puisque les gens du voyage, ils sont quand même toujours tributaires d'un statut particulier extrêmement répressif. Donc c'est une continuité. Un carnet de circulation, tu peux en parler justement, le fait qu'il y avait une exception par rapport aux documents d'identité. Oui, en fait, on leur a dénié pendant presque un siècle une carte d'identité française et on est obligé d'avoir en fait un livret ou un carnet de circulation qu'ils étaient obligés de présenter régulièrement, tous les mois ou tous les 3 mois, à un poste de police. Donc, où ils avaient aussi beaucoup moins de droits, par exemple le droit de voter, les conditions étaient plus restrictives, ou par exemple la présence des gens du voyage, elle est limitée à un taux de 3% de la population de la commune, parce qu'on ne peut pas en tolérer beaucoup en fait, dans la même commune, quoi. Ce qui est très révélateur quand même de la façon dont... C'est le fameux seuil de tolérance, quoi, dont on parlait déjà pour les immigrés dans les années 80, mais c'est toujours les populations minoritaires où on dit qu'il y a un seuil au-delà duquel c'est insupportable pour la population majoritaire. Cette expression, les gens du voyage que tu as évoquée, ça nourrit ce cliché culturel du nomadisme, tu sais, comme si c'était une valeur intrinsèque. Vous avez la bougeotte, vous devez bouger tout le temps. C'est vraiment quelque chose qui est construit, parce que du coup, ça veut dire que, ça veut dire que vous voudriez bouger tout le temps, alors que finalement, c'est plus quelque chose qui est subi. C'est-à-dire que c'est une précarité en fait de devoir tout le temps changer d'endroit de vie. C'est plus, Alors, ça dépend. Ça dépend aussi. Je vous disais, il y a beaucoup de diversité dans les peuples romani. Il y a effectivement des peuples romani qui ont un mode de vie et aussi un mode de travail. En fait, c'est une activité économique qui est une activité ambulante qui a fait qu'ils avaient effectivement des déplacements réguliers pour pouvoir réaliser cette activité économique-là, mais qui n'est pas la même chose que du nomadisme. Et en fait, en réalité, c'est cette loi-là j'utilise l'expression gens du voyage parce que c'est en réalité devenu une expression. C'est l'expression qui est administrative, qui a été créée par la loi de 1912 dont je parlais et qui découle du concept de nomadisme, qui est un concept en réalité qui découle de toute l'idéologie colonialiste. On parlait des nomades, des indigènes et des nomades, et on a transposé ça aux indigènes européens de l'intérieur, aux tziganes, quoi. Et c'est qui a emmené toute une idéologie de l'exotisme, du voyage, etc., qui finalement a été tellement imposée aussi que ça a été après réapproprié par les populations qui ont été désignées comme ça, comme une identité finalement culturelle. Le voyage, c'est devenu l'identité culturelle de beaucoup de personnes, d'hommes, de femmes et d'enfants aujourd'hui en France, qui se revendiquent avec fierté, finalement. Donc même ceux qui ne voyagent plus d'ailleurs. Donc c'est intéressant de voir comment ça a évolué et cette réappropriation aussi, moi je trouve que c'est intéressant.
Mais c'est pas un prétexte parfois justement ce cliché du nomadisme qui serait ancré dans la culture, un prétexte pour laisser en fait des gens habiter dans des bidonvilles et les laisser dans une forme de précarité enfin, j'ai l'impression que ça justifie en fait un traitement différentiel et une absence de possibilité de proposer des logements décents à des gens en se disant bon bah voilà c'est leur mode de vie, voilà c'est comme ça. Oui, c'est surtout enfin si c'est pas un prétexte pour juste pour légitimer peut-être ça, effectivement. Ce que tu disais, peut-être Grèce tout à l'heure, c'est que tu disais c'est subi. Effectivement, alors je parlais des gens qui ont voyagé. Il y a une population qui a voyagé, qui voyage de moins en moins aujourd'hui parce que les nécessités de la vie font que les gens se stabilisent finalement et ont moins la possibilité de voyager, même lorsqu'ils le souhaiteraient. Mais il y a aussi des populations qui sont qui sont pas du tout nomades, qui sont sédentaires, dont je fais partie, et effectivement qui se sont retrouvés à de l'errance, à de la précarité à cause des conditions très précaires de logement, la vie en bidonville, en squat, en hôtels sociaux. Et là, pour le coup, c'est vrai qu'il y a beaucoup de déplacements qui ne sont pas voulus. Mais je pense que c'est pas ça, en réalité, la justification du fait qu'on laisse les gens vivre dans ces conditions-là. Parce que je me souviens que Manuel Valls disait que, en gros, les Roms avaient un mode de vie, alors les Roms bulgares et roumains avaient un mode de vie qui était incompatible avec le mode de vie français. Et donc voilà, l'idée forcément que les Roms étaient étrangers, donc c'était déjà une idée qui lui appartenait. Et puis vraiment cette idée que voilà, bon bah comme ils sont pas comme nous, on peut pas les garder. Oui, effectivement, et l'argument culturaliste c'est des gens qui ne veulent pas vivre dans des maisons comme nous et qui ne veulent pas avoir le même mode de vie que nous. Donc on les laisse vivre dans des conditions de vie totalement indignes et qu'on ne pourrait accepter pour personne d'autre. Oui. Et c'est aussi quelque chose que je trouve est assez frappant quand on lit ton livre, c'est les difficultés que ta famille a eu à accéder à un logement. Le fait d'avoir, c'était une bataille. Tu dis que vous avez vécu dans des squats, dans des bidonvilles, et que la fois où vous avez eu un appartement, je crois que c'était en Roumanie ou en Italie, je ne sais plus, vous avez été dénoncé. Enfin, vous avez perdu l'appartement parce que ton père a perdu son travail suite à une dénonciation. Enfin, bon, les discriminations ont jalonné le parcours de tes parents, les délations aussi, parce que c'est être dénoncé pour appartenir à une ethnie, c'est quand même quelque chose qu'on croit un peu du siècle passé. Enfin, en tout cas moi, mais je vois bien que c'est pas le cas et je trouve ça c'est incroyable que le logement, on sait que c'est une bataille parce que le droit au logement c'est un droit qui doit s'affirmer encore aujourd'hui, mais le fait de le lire à travers ton parcours, c'est quelque chose de très, ça prend assez aux tripes. Oui, effectivement, depuis la Roumanie, là où mes parents ont perdu leur travail, donc mon père était comptable, ma mère infirmière, et c'était finalement quelque chose aussi, c'était une grande bataille pour pouvoir accéder à des emplois comme ça en Roumanie, mais c'était à la condition dont je parlais tout à l'heure, l'invisibilité. Ils cachaient leur identité roumanie pour pouvoir garder ce travail-là. Et puis finalement, ils ont été dénoncés, et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que oui, leur identité a été dénoncée, et ce qui a fait qu'ils ont perdu leur travail, et du coup effectivement le logement, l'appartement qu'on avait en ville, on l'a perdu également, et qui a fait qu'on a été obligé d'immigrer vers la France. Et en France, d'abord en Italie et en France, effectivement, avant de pouvoir accéder à un logement digne et stable, ça a été un énorme combat, mais c'est le combat que mènent aujourd'hui des milliers de femmes et d'hommes en France, que ce soit les Roms qui vivent en bidonville, en squat, en hôtels sociaux, mais aussi les réfugiés qui traversent la mer au péril de leur vie, les jeunes mineurs isolés étrangers qui risquent leur vie pour arriver ici en France et qui se retrouvent sans protection et à vivre dans nos rues pendant des mois. Donc c'est un combat extrêmement qui reste d'actualité aujourd'hui et que énormément de personnes connaissent, quoi. Et il y a un thème qui nous tient à cœur aussi, dont tu parles, c'est la question de tout ce qui est relatif à l'exotisation du corps des femmes et la manière dont on a construit dans la littérature l'image de la gitane mystérieuse, mais en même temps duplice. Donc tu parles de ça, et en même temps tu parles de la manière dont certaines personnes issues de la communauté romanie vont endosser les préjugés pour séduire la population majoritaire et en faire quelque chose, notamment dans le domaine de la culture. Donc est-ce que tu pourrais nous faire part de ces observations sur ces points-là ?
Oui, parce que effectivement, moi je suis. Vous avez commencé l'émission en disant est-ce que toi tu fais partie, enfin est-ce que tu considères que tu fais partie d'une catégorie raciale, tu t'inscris dans cette identité-là, et en fait, oui, je suis pas seulement une Romni, je disais tout à l'heure, je suis une femme, en plus issue d'une catégorie de population populaire ou pauvre, et une jeune femme. Donc ça fait quand même beaucoup de choses qui s'entrecroisent là-dedans. Et étant jeune femme Rome, j'ai aussi vu énormément ces préjugés-là s'exprimer, et sur la femme, sur la femme rome, l'exotisme de la femme rome, la sensualité qui est attachée avec, si on parle dans l'histoire, Carmen, Esmeralda, et plus récemment, il y a eu d'autres films ou d'autres livres qui ont représenté les femmes roms comme ça, qui font que cette perception-là de la femme, elle continue, et qui est aussi une forme de racisme. Enfin, parce qu'on a un peu l'impression que quand c'est des choses positives, des préjugés positifs, c'est plus du racisme et c'est totalement acceptable. Et voilà, il faut en être heureux presque, parce que justement il y a des femmes gadgets, donc qui sont pas roms et qui essayent de correspondre à cette image-là exotique et sensuelle de la femme romnie, et qui vont adopter pour cela des costumes, ou qui vont aller apprendre la danse tzigane, romanesque, etc. Donc sans avoir conscience de ce que ça implique et de ce que ça charrie en termes de relations de domination, finalement. Déjà, il y a le caractère d'appropriation, et puis il y a le fait de simplement pouvoir prendre cette culture-là comme un loisir ou un déguisement, mais pouvoir en sortir dès lors que... Exactement, sans avoir vécu tout ce que vit une femme rome, l'exclusion, le racisme et la violence que c'est de vivre en tant que femme rome. Donc, c'est quelque chose que j'observe et qui continue de perdurer aujourd'hui. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut analyser, je pense, pour pouvoir en sortir, parce que très concrètement, ce que ça veut dire d'être une femme rome aujourd'hui en France, par exemple, les jeunes filles roms qui font parfois signer des pétitions à la sortie du métro, elles se font arrêter et violenter par la police. Et il y a aujourd'hui, par exemple, dans les prisons françaises, dans les prisons pour mineurs, une majorité de jeunes filles et de jeunes hommes roms. Mais c'est en fait extrêmement choquant pour des jeunes mineurs femmes, parce que en réalité la prison ferme, c'est un ultime recours pour les jeunes filles en général, parce qu'on va leur préférer des alternatives moins dures et qui vont permettre la réinsertion sociale, etc. Sauf pour les jeunes filles d'origine rome, pour lesquelles on considère qu'il n'y a pas à chercher d'autres alternatives, parce que de toute façon la réinsertion ne sera pas possible, et que la prison ferme est la seule issue, et donc elles se retrouvent en majorité, et en plus elles se retrouvent incarcérées avec des délinquantes extrêmement graves, avec des jeunes mineurs qui ont commis des assassinats. Donc c'est extrêmement dangereux aussi, mais ça veut dire ça aussi, être une femme rome aujourd'hui, et ça, je pense que les personnes qui réduisent à une image sensuelle et exotique, elles n'en ont pas conscience, quoi. Ouais, elles n'y ont pas forcément intérêt, d'ailleurs, à avoir conscience de ça. Alors, le problème, c'est qu'effectivement, on a beaucoup parlé des clichés, mais le problème, c'est que ces clichés occasionnent des drames, comme cette rumeur qui a donné lieu à une véritable chasse à l'homme. Un déchaînement de violence. Dans ce campement de Rome de Seine-Saint-Denis, les habitants restent marqués par les événements de la nuit dernière. La nuit, ils sont venus 15 personnes. Ils sont venus avec de essence pour y mettre du feu. Ici, ils disent que nous, avec nos enfants, ils vont mourir tout de suite. Et à cause de tout le monde. C'est pas normal comme ça. Ça, c'est des racistes. Armés de bâtons et de battes de baseball, de jeunes hommes venus de cités voisines ont terrorisé le campement. Ce qui a déclenché cette violence, une rumeur qui circule depuis le week-end dernier sur les réseaux sociaux. Une accusation de kidnapping d'enfants, détaillée. Il y est question notamment de Roumains, d'un camion blanc et d'un enlèvement en plein jour. Mais tout est entièrement faux. La police est formelle, c'est une fake news.
aucune affaire d'enlèvement n'a été signalée. Alors c'est un extrait du JT de France 2 du 27 mars 2019 et cette rumeur qui est partie d'un foyer qui s'est répandu et qui a donné lieu à des agressions physiques, et c'est pas la première fois que ça arrive contre des camps de Roms. Est-ce que tu peux nous dire comment ça a été vécu et à l'époque en fait comment toi t'as pu agir dans ce contexte-là? J'imagine que tu as été sollicité et que tu as dû répondre à un certain nombre de sollicitations. Oui, c'est cette rumeur qui a été répandue sur les réseaux sociaux de façon d'ailleurs extrêmement massive a causé beaucoup de violences, en fait, a été suivie par beaucoup de passages à l'acte et de violences extrêmement graves. Dans cette période-là du mois de mars, on a répertorié plus de 30 agressions quand même, dont certaines ont été extrêmement graves. Il y a des gens qui ont été tabassés, il y a des coups de feu qui ont été tirés, il y a une personne qui s'est fait rouler sur la main par un camion, il y a des gens qui ont été terrorisés, il y a des centaines d'enfants qui ne sont pas allés à l'école et qui ont quitté la France. Il y a des personnes qui avaient un travail, qui n'ont pas pu retourner au travail et qui ont préféré partir parce qu'ils étaient tellement terrorisés, ils ont eu tellement peur pour leur vie que c'est la seule solution qui leur est apparue. Donc ça a causé effectivement beaucoup de dégâts. Et en fait, oui, cette rumeur et cette fausse nouvelle qui a été répandue, c'est la réactivation aussi d'un stéréotype moyenâgeux sur les Roms, les voleurs d'enfants, les mangeurs d'enfants, et qui a permis, en fait, grâce aux réseaux sociaux, de se répandre extrêmement vite et extrêmement largement, quoi, dans la population. Et ce que nous, on a, effectivement, à ce moment-là, on a été sollicités par les gens qui étaient victimes, qui se sont sentis menacés à ce moment-là, pour pouvoir agir. C'est ce qu'on a fait d'abord, c'est de demander la protection physique, en fait, demander aux autorités de police de protéger ces gens contre ces agressions-là. Et puis, on a demandé également à l'État plus largement un plan national de lutte contre l'antiziganisme auquel on travaille aujourd'hui. Donc toi tu parles d'antiziganisme mais pas de romophobie, comme on peut entendre, c'est un terme qu'on entend aussi au niveau européen. Oui, je pense que ce terme-là est plus juste, plus approprié, puisque c'est la haine et l'exclusion de toutes les personnes perçues comme tziganes, peu importe le nom ou l'appellation qu'on leur donne de l'extérieur. C'est un terme que moi je préfère utiliser. Mais je disais du coup qu'effectivement, en dehors de ces choses-là, ce qu'on a vu aussi, c'est que finalement, lors de ces attaques, qui d'ailleurs, moi, que j'ai perçu un petit peu vraiment comme, à ce moment-là, comme des événements pré-génocidaires, c'est-à-dire qu'on était quand même dans un contexte extrêmement grave, extrêmement violent, et qui peut dégénérer. Donc c'est pour ça qu'on a réagi extrêmement vite, aussi en faisant en sorte d'agir sur les tensions intra-communautaires ou intercommunautaires, parce qu'en réalité, ce qu'on voyait, c'est que les violences, elles venaient des banlieues à côté des bidonvilles et des squats où les gens étaient pour beaucoup des personnes arabes ou noires, ouais, qui ont attaqué les Roms suite à cette rumeur-là. Alors, je veux juste revenir sur le fait, excuse-moi, parce que en fait, c'est vrai que tu parles d'un moment particulièrement grave en 2019, mais c'est vrai qu'il y a eu d'autres choses qui sont produites auparavant. En 2014, il y avait ce jeune garçon, Darius, qui avait été vraiment tabassé, jeté dans une poubelle, en Seine-Saint-Denis également. En 2012, il y avait aussi à Marseille un camp qui avait été attaqué, qui avait été brûlé par des habitants... par des voisins, des habitants, mais d'un quartier populaire marseillais aussi. Oui. Et je me souviens qu'à l'époque, Samia Ghali, qui est maire à Marseille, qui est aussi sénatrice, avait refusé de condamner l'attaque, alors qu'elle était élue sous une étiquette PS et elle-même marseillaise et elle-même issue d'une minorité. Donc c'est quelque chose qui arrive de manière récurrente et on se demande ce que font les autorités justement pour empêcher, parce qu'à chaque fois que ça se produit avec une ampleur plus importante. Donc c'est vrai que tu dis que vous avez demandé à ce que l'antiziganisme soit vraiment pris en compte dans les politiques publiques, mais qu'est-ce que concrètement il s'est passé et qu'est-ce qui peut se passer pour que ça cesse?
En fait, il y avait deux choses très importantes pour nous. D'abord, évidemment, la protection des gens et la répression aussi de ceux qui ont commis ces actes-là, puisque ça ne peut pas ne pas être réprimé. C'est pour ça qu'avec la Voix des Roms, par exemple, on s'est porté... donc la Voix des Roms, qui est une association... voilà, c'est important de le préciser juste. Une association donc, nationale dont je fais partie et qui lutte contre la haine, enfin l'antiziganisme et pour l'accès aux droits des personnes des personnes romanies en France, quoi. Et on s'est porté partie civile qui est d'ailleurs multi-ethnique et multi-identitaire, enfin pluri-identitaire. On n'est pas que des Roms à la Voix des Roms, mais voilà. On s'est porté partie civile dans plusieurs procès suite à ça. Mais aussi, ce qui était très important pour nous à ce moment-là, c'était de faire en sorte que, en fait, ces attaques-là ne soient pas instrumentalisées par tous ceux qui y auraient intérêt. Il y a effectivement des personnes qui auraient intérêt à cela, pour aggraver justement les tensions intercommunautaires. C'est-à-dire qu'on aurait très bien pu y voir et là les propos que je vais dire sont violents, mais c'est des bandes de sauvages, c'est des Roms et des Noirs et des Arabes qui s'entretuent entre eux. Laissons les sauvages s'entretuer entre eux, quoi. Ouais. Et nous, c'était impensable qu'on laisse faire ça, puisque ça correspond pas à la réalité. Si ces actes-là, ils ont pu arriver, ce passage à l'acte, c'est aussi parce que il y a dans notre société un racisme structurel, un racisme qui permet que ce genre d'actes arrive, et c'est pas la première fois qu'on a attaqué des Roms, et que, je le disais, c'est moyenâgeux, c'est arrivé, enfin ce genre de préjugés et de répression qui a suivi, ça c'est déjà arrivé par le passé. Je dis ça parce que, par exemple, il y a aussi, ça va avec le sentiment d'impunité, par exemple, si justement de tels actes ont pu arriver, c'est qu'il y a un sentiment d'impunité très fort lorsqu'on s'en prend à une personne rom. À une personne rom en France. Aujourd'hui, on sait qu'on risque pas grand-chose, puisqu'il n'y a aucun contrôle et il n'y a pas de protection. Donc ça, par exemple, c'est ce qui encourage aussi ce genre d'actes. Donc pour nous, c'était très important, et aussi c'était très important de nous adresser justement aux personnes qui étaient à l'origine de ces attaques, pour faire en sorte qu'il y ait un dialogue, pour faire en sorte que les tensions elles baissent. Parce qu'on sait qu'il y a des préjugés des deux côtés, parce qu'on sait que voilà, il y a des difficultés, des préjugés et du racisme des deux côtés. Et je pense qu'il faut qu'on arrête de se le cacher. Je pense qu'il est grand temps d'en prendre conscience et de faire en sorte que les gens parlent et s'échangent, parce que c'est des gens qui vivent comme des voisins, c'est des gens qui vivent les uns à côté des autres, qui ont connu ou qui connaissent une certaine forme aussi d'exclusion d'ailleurs. Tous les deux, et que c'est extrêmement dangereux et dommage qu'il y ait des rapports de confrontation. Donc c'est pour ça qu'on, très concrètement, nous on est allé voir les gens dans les banlieues à Saint-Denis par exemple, ou en Seine-Saint-Denis, parce que c'est là qu'il y a eu la majorité quand même des attaques. Et pour proposer à ce qu'il y ait, on les a invités à ce qu'il y ait des actions de convivialité, de solidarité vis-à-vis des Roms qui étaient menacés à ce moment-là, vis-à-vis des bidonvilles ou des squats qui étaient dans leur entourage. Et on était très contents de voir que les gens ont répondu à notre appel et qu'il y a eu de très belles actions, des repas de solidarité, des matchs de foot, des films, des choses qui ont été faites, qui ont suivi pour recréer ce dialogue et recréer une amitié, une solidarité dont on ne peut pas se passer aujourd'hui. Je pense que d'une part et d'autre, c'est extrêmement important. Donc, à propos de solidarité, tu es une personne très engagée. Tu parles de la question de la mémoire, mais de la manière dont la mémoire, notamment d'oppression des populations roms, ne t'a pas été transmise, notamment à l'école. Et tu as cofondé le mouvement du 16 mai. En souvenir d'un événement historique qui est souvent invisibilisé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Est-ce que tu peux nous parler de cette organisation et de quelle mémoire est célébrée, quel est l'événement qui est derrière ce choix de date? Je pense que la question de mémoire, c'est une question de pouvoir finalement, et de pouvoir connaître son histoire et avoir une mémoire qui est perpétuée, qui est connue et qui est définie par nous-mêmes. C'est une question de pouvoir. Donc c'est pour ça que c'était très important pour nous, et notamment cette question effectivement du génocide
durant la Seconde Guerre mondiale dont ont été victimes les tziganes, puisque c'est comme ça qu'on les dénommait à l'époque. C'est une question qui reste, oui, encore assez mal connue finalement. Et dont moi, je suis une descendante d'ailleurs de personnes qui ont été victimes, qui ont été internées à ce moment-là, et déportées. Tu dis que ça a même jusqu'à marquer dans le nom des personnes de ta famille. Oui, effectivement, ma grand-mère s'appelle Odessa, en référence au camp de concentration où était son père lorsqu'elle-même est née, où il était déporté son père, en Transnistrie. Et c'est pour ça que c'était extrêmement important pour nous d'affirmer, de travailler sur ces questions-là de mémoire et d'affirmer les choses, mais aussi de se les réapproprier, parce que la mémoire et l'histoire, elle est définie souvent par ceux qui ont le pouvoir, justement, et aussi l'angle sous lequel c'est défini, et la seule façon dont on pouvait apparaître lorsqu'on le fait dans l'histoire majoritaire aujourd'hui, c'est sous l'angle de victime, c'est sous la forme de... Voilà, c'est sous cette forme victimaire, uniquement, qui nous affaiblit, en réalité. Et c'est pour ça que nous, on a choisi de mettre en avant un autre aspect de l'histoire, un autre épisode de l'histoire qui est, pour le coup, très méconnu et qu'on a nous-mêmes fait surgir, en fait, de l'histoire, qui est l'insurrection du 16 mai 1944. Donc c'est les familles tziganes du Tzigeunerlager, Auschwitz-Birkenau, qui, le 16 mai, informés par un réseau de résistance interne, qui était d'ailleurs multiple et pluri-identitaire. Dans un camp de concentration, les gens ne faisaient pas de séparation, je pense, selon les identités pour pouvoir s'entraider. Et voilà, il y a eu cette solidarité-là qui s'est créée. Et ils ont été informés du plan des SS, et du coup, ces familles tziganes, le 16 mai, elles ont décidé de faire face aux SS qui venaient les emmener à la chambre à gaz. Et elles ont été victorieuses à ce moment-là. Donc les SS ont reculé. C'est cet acte héroïque qu'on a voulu faire surgir de l'histoire et faire connaître, et dans lequel on veut s'inscrire aussi pour l'avenir et pour le présent, puisqu'en réalité... la répression qui a eu lieu lors du génocide et qui était à son paroxysme, elle n'a jamais cessé. En fait, elle a juste évolué dans les formes et dans la brutalité et dans l'intensité, mais elle est toujours présente. Et vous l'avez dit tout à l'heure, toutes les deux, depuis 2010, on sent qu'il y a une violence ou une escalade plus forte, et on le ressent aussi. Mais du coup, je pense que la nécessité qu'elle implique, c'est la résistance, et c'est le renforcement de la résistance. Et c'est pour ça que le 16 mai, c'est devenu la journée de l'insurrection gitane. Oui, et c'est pour ça qu'on a décidé de prendre ce moment historique et de s'inscrire dans cet acte aussi des résistants, de nos ancêtres, pour créer le mouvement du 16 mai. Et pour aussi développer un mouvement européen, en fait, Romani Résistance, qui est partout en Europe, et dans lequel, par exemple, maintenant, il y a des événements chaque année pour le 16 mai, partout dans toutes les villes, et on en est extrêmement fiers parce que c'est une façon de redonner aussi de l'énergie et de l'élan à ce mouvement et à la jeunesse. D'ailleurs, c'est vraiment... c'est plutôt les jeunes, c'est un moment de jeunesse qui reprend le flambeau, et ça fait plaisir. Et puis nous, en Seine-Saint-Denis, du coup, en fait, ce qu'on fait en France, c'est on fait la fête de l'insurrection gitane, qui aura lieu le 16 mai d'ailleurs cette année. Donc vous êtes tous les bienvenus sur le parvis de la basilique de Saint-Denis. Donc c'est un événement pour célébrer ça, cette mémoire, mais aussi la résistance dans le présent. Donc c'est un moment effectivement pour parler de toutes les luttes qu'on mène dans le présent pour l'accès aux droits, la lutte contre le racisme, pour la dignité, la justice, la fierté de nous. Donc c'est un événement. Et puis les questions aussi de scolarité sur lesquelles on va... Parce que parmi tes engagements, il y a aussi l'accès à l'école, et on vous propose d'écouter un son. Les classements internationaux, il y en a plusieurs différents. Il y en a un, le plus crédible, et celui qui concerne les élèves de 15 ans. On est 13-14e en Europe, ce qui est quand même assez... Non, mais la France a des difficultés aussi spécifiques. On a une immigration qui est très nombreuse par rapport à d'autres pays qui sont beaucoup plus fermés, comme par exemple la Finlande. La Finlande est première dans tous les classements internationaux. C'est un pays qui est très fermé. Donc nous, on a des jeunes issus d'immigration qu'il faut intégrer. C'est une politique qui est lourde à mener. Quand vos parents ne parlent pas le français à la maison, beaucoup plus difficile d'acquérir les savoirs, les codes, les fondamentaux.
Donc, si l'école française va mal, c'est la faute des enfants d'immigrés. Donc, c'était Valérie Pécresse face à Guillaume Durand en 2008 sur France 2. Bon, c'est un propos assez générique sur les enfants issus d'immigration, mais je pense que on se dit que ça correspond un petit peu à tes engagements et à l'organisation dont tu es marraine. Tu es marraine de l'association École pour tous. Oui, du collectif École pour tous. Oui, c'est l'une de mes plus grandes fiertés. Donc moi, je suis devenue avocate en 2018 et à ce moment-là, lorsque j'ai pu m'en réaliser mon rêve, j'étais pleinement consciente que des milliers d'enfants et de jeunes n'avaient pas la possibilité de réaliser le leur. Puisque, en réalité, si j'ai pu réaliser moi mon rêve en France, ce n'était pas seulement grâce à mes efforts, au sacrifice de mes parents, qui, même s'ils étaient immenses, c'est aussi parce qu'à un moment donné, on a bénéficié de la chance de faire une rencontre avec une institutrice d'école qui a fait que ça a facilité les choses pour dépasser les obstacles qui étaient sur notre chemin pour pouvoir accéder à un logement. On en a parlé, pour pouvoir accéder à l'inscription à l'école, qui n'était pas une chose facile, malheureusement, malgré ce qu'on croit aujourd'hui, pour pouvoir accéder au travail pour mes parents. Et j'étais pleinement consciente de ça, parce que du coup, finalement, en réalité, ce qu'on se dit à ce moment-là, c'est que si j'ai pu réussir à me réaliser, à réaliser mes potentialités, c'est grâce à la chance. Et la chance, c'est par définition inégalitaire et injuste. Moi, j'étais persuadée que c'est le rôle de nos institutions en France, de la République française, de garantir l'accès aux droits à tous les citoyens et de garantir la possibilité à chacun d'entre nous de se réaliser. Et ne serait-ce que par l'accès aux droits fondamentaux comme l'éducation. Et malheureusement, ce n'est pas encore... cet idéal-là, il n'est pas encore pleinement réalisé, puisqu'en France, aujourd'hui, il y a 100 000 enfants et jeunes qui sont privés du droit à l'éducation. Dans ces 100 000 enfants, il y a évidemment les enfants qui vivent en bidonville, en squat, en hôtels sociaux, peu importe leur origine, puisqu'ils sont très nombreux. Il y a aussi, on parlait tout à l'heure des mineurs isolés étrangers, donc ces jeunes qui, au péril de leur vie, traversent la Méditerranée pour arriver en France, pouvoir s'inscrire à l'école et à qui on refuse très souvent ce droit puisqu'on met en cause leur minorité, par exemple. Mais aussi les gitans, les manouches, les enfants du voyage, qui sont aussi des milliers, des dizaines de milliers à être bannis du banc de l'école. Donc c'est un engagement qui, pour toi, est vraiment un engagement prioritaire aujourd'hui. Évidemment, donc c'est pour ça que j'ai décidé à ce moment-là, quand je suis devenue avocate, de consacrer du temps avec les jeunes avec qui j'avais rencontré dans mon parcours. On a décidé de fonder le collectif École pour tous pour faire en sorte que tous ces jeunes-là qui aujourd'hui sont les plus éloignés de l'école puissent y avoir accès et puissent réaliser leurs rêves. C'était ça l'objectif. Du coup, vous les accompagnez dans les démarches non. Non. C'est pas ce qu'on fait du tout. Alors nous, on n'est pas une association de bénévoles qui inscrivent les enfants à l'école. C'est un collectif de jeunes premiers concernés. Donc tous les jeunes qui ont vécu ces difficultés dans l'accès à l'école et qu'on se bat pour faire en sorte que la situation, déjà qu'elle soit connue aujourd'hui, parce qu'on n'a pas conscience, je pense, du fait qu'il y a des difficultés pour accéder à l'école en France aujourd'hui. Et pour faire en sorte que ça change. Et donc depuis novembre 2018, donc ça va faire plus d'1 an maintenant. On fait en sorte d'alerter l'opinion publique, mais aussi d'ouvrir un dialogue avec le ministre de l'Éducation, donc Jean-Michel Blanquer, pour faire en sorte que nos voix soient entendues et que les demandes qu'on formule pour favoriser l'accès à l'école pour tous les enfants en grande précarité, elles soient entendues. Et donc on a réussi déjà à avoir des premières victoires et on est extrêmement fiers puisque un collectif de jeunes enfants, de jeunes et d'enfants en précarité, on a quand même réussi à faire voter une loi, un article dans la loi École pour la confiance, dont on est quand même extrêmement fiers, pour simplifier les documents d'inscription à l'école. Bravo. Malheureusement, on doit achever l'émission. On avait le podcast, on avait d'autres questions à te poser, notamment sur la question des violences policières, mais on n'a plus le temps. Je pense qu'on a largement dépassé le temps qui nous était imparti. Merci beaucoup, Anina Tchouchou, pour ta présence et pour toutes les pistes de réflexion que tu nous as données. C'était vraiment un plaisir de te recevoir. Merci pour ta visite dans nos studios et n'hésitez pas à vous faire part de votre opinion
sur l'échange qu'on a mené avec Anina, sur son parcours. Si vous aussi, vous estimez qu'on ne parle pas assez des personnes romanies, des Roms, et si vous êtes concernés, si vous avez des suggestions d'invités, n'hésitez pas. Et donc Anina Chouchou, vous pouvez la lire. Donc elle a publié des articles qui sont disponibles sur Internet, elle est sur les réseaux sociaux, mais elle a surtout publié un livre en 2013 qui s'appelle « Je suis tzigane et je le reste », qui est paru aux éditions Bernet City Éditions. Et vous pouvez, comme d'habitude, nous écrire à kiftaras@binge.audio ou nous contacter sur les réseaux sociaux en suivant le @ de Kiftaras sur Twitter, la page Kiftaras sur Facebook et le hashtag Kiftaras sur les autres réseaux. Kiftaras est un podcast produit par Binge Audio, réalisé aujourd'hui par Adèle Itel El Madani. Merci Rokhaya. Merci Grace. Merci Anina. Merci à vous.